Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation avec une personne inspirante résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites, tous ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, je reçois un ami, Pierre Bousquier, qui est le président du Poinçonnet Basket dans l'Indre. Originaire de l'Aveyron, son accent est sa marque de fabrique et la marque de chaleur de ce président très attachant. Il sera dans sa jeunesse, dans les années 70, au pied des vaches, selon son expression, puis rapidement il s'investit dans le bénévolat caritatif, toujours devant, toujours tourné vers l'autre. Suite à une mutation professionnelle de son épouse, le couple arrive à Châteauroux en 1982. Il sera commercial dans l'industrie pharmaceutique et vous verrez qu'il parle avec enthousiasme de cette époque. En 2000, il pousse les portes du club de basket féminin de Poinçonnet comme bénévole, puis se tourne vers les instances départementales comme vice-président, puis président jusqu'en 2012, année au cours de laquelle il décide de revenir à son club d'origine et d'en prendre la présidence. Pierre nous parle de l'importance d'avoir une équipe au haut niveau national, forte pour le club et pour son équilibre financier, d'avoir un club implanté dans la ville. Il parle d'un club participant à la vie de la cité. On évoque la différence de management entre bénévoles et salariés, la création de l'espace partenaire, avec plus d'une centaine de personnes aujourd'hui, quand au départ ils étaient 5 ou 6, ou les relations d'un président avec son coach. Je vous embarque à la découverte de Pierre Bousquier, un président qui la joue collectif. Goodberry, c'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va Stéphane? Merci, ça va. Bienvenue sur Goodberry. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette opération-là. Je voulais qu'on parle de ton accent, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement berrichon. Il est du sud du Berry, mais un peu sud-sud. Voilà, on est avironnés avec mon épouse, et de Rodez, en fait, de la région de Rodez. Et on est arrivé à Châteauroux en 82, et malgré les bientôt 40 ans, l'accent n'a pas disparu. Voilà. D'accord. L'accent, on le perd au début, ou on le perd pas. L'accent, il fait partie de notre entité à tous les deux, puisque Françoise là aussi. J'ai vécu 2 ans à Paris, dans des écoles où je me faisais moquer, mais il y avait l'accent et il est resté. Je ne me voyais pas revenir au pays sans l'accent. Voilà. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé à Châteauroux? On s'est retrouvé à Châteauroux parce que Françoise a été nommée professionnellement à Châteauroux, et comme de bien entendu, je l'ai suivie. Et sans aucun regret, puisque ça fait 40 ans. Et toi, dans l'Aveyron, alors, tu faisais quoi? Alors, en Aveyron, moi, je suis né à la campagne. Donc, très jeune, habitué à travailler. Mon père me disait, tu sais, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais demain matin à 7h moins le quart, tu es avec moi pour faire le boulot, quoi. À l'époque où j'avais 15-18 ans. Donc, la nuit, on faisait ce qu'on voulait, mais le matin à 7h moins le quart, il fallait être au pied des vaches pour travailler. Ah, il était agriculteur. Et il était agriculteur. Donc, je suis né au cul des vaches, comme j'aime à le dire. Et c'est une sacrée école parce que le boulot, il est là, il faut le faire. Et on le fait quand il faut. On ne fait pas de procrastination, on ne peut pas remettre, il faut le faire. Et toi, tu n'as pas voulu reprendre l'exploitation? Non, j'ai pas voulu reprendre l'exploitation au tout début. C'est un choix personnel que j'avais assumé. Et la compensation était de faire des études. J'ai fait des études commerciales, passé par début de chambre de commerce. Et puis après à Paris, en chambre de commerce, effectivement, où j'ai fait des études de marketing et de management. Et quand toi, tu es petit, au milieu de la ferme, tu avais un métier de rêve en tête? Je disais, je serais curé ou marchand de vaches. J'ai été plutôt marchand de vaches que curé, bien que curé me pose des questions, mais j'ai été plutôt marchand de vaches, j'ai été commercial, même si j'ai jamais vendu des vaches. Voilà. Plutôt sage ou turbulent? Plutôt bout en train. Ouais. J'ai toujours été un peu la tête de pont, quoi. À 18 ans, on allait à la campagne. Et là-bas, chez nous, on passait dans toutes les fermes pour se faire connaître et connaître les gens. On appelait passer l'omelette. C'était avant la conscription. Et c'était une tradition encore à l'époque. Et je sais qu'avec l'argent que nous avons récolté, parce qu'on ne nous donnait plus des œufs, on nous donnait de l'argent. Et avec cet argent-là, nous avons décidé que nous partirions, tout le groupe, nous étions 10 garçons, 10 filles, et nous avons pris un bus à nos frais. Nous sommes partis en Espagne 1 semaine l'année d'après. Voilà. Mais j'avais organisé tout ça déjà à l'époque. C'était voilà, quoi. On n'allait pas gaspiller l'argent dans des beuveries ou des repas à la con. C'était bien structuré. On allait faire un superbe séjour tous ensemble. Ouais, tu avais quand même un esprit d'organisation. Ouais, déjà, ouais. Quand tu arrives à Châteauroux, tes premières impressions? Alors,
Châteauroux, je suis arrivé en disant on restera 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ouais, beaucoup de gens qui disent ça. Et beaucoup qui restent comme nous. Et puis on est toujours là et on y est bien heureux. Châteauroux, moi je passais avec le train, donc 2 fois par semaine, le vendredi soir et le dimanche soir. Et c'était toujours dans la nuit. Et finalement, j'ai gardé un peu cette impression, Châteauroux, ça n'existe pas, quoi. Voilà, on fait que passer. Et c'était ça un petit peu l'idée. Le Berry, c'est où? Ah oui, c'est Châteauroux. Ok, voilà. C'était un point sur la carte uniquement. Et c'était purement transitoire. Puis voilà, le temps a passé. Famille, maison, boulot, engagement, divers et variés, et voilà. Et tu bosses dans quoi quand tu es à Châteauroux? Alors, quand je bosse à Châteauroux, moi, je suis déjà commercial. Je suis dans l'industrie pharmaceutique. Je vends du médicament. J'avais choisi un peu ce métier-là, justement, pour être dans une grosse boîte. C'était Sanofi, mon employeur. D'être dans une grosse boîte pour être certain de pouvoir suivre mon épouse lors de ses mutations professionnelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'elle a été nommée à Châteauroux. Comme médecin dans l'administration, j'ai pu la suivre pratiquement au pied levé. 2 mois après, j'ai été nommé à Châteauroux, moi aussi. Tu gardes des bons souvenirs de cette époque? De chez Sanofi, oui, moi je garde de très bons souvenirs, puisque, encore une fois, mon côté purement commercial m'a beaucoup servi. J'ai lié des liens très étroits avec certains médecins du département, que ce soit en médecine générale ou après dans les différentes spécialités que j'ai abordées, que ce soit la psychiatrie, la neurologie ou la cardiologie. J'ai encore des liens avec certains d'entre eux, des liens même très étroits avec d'autres. Et voilà, moi je me suis éclaté dans ce que j'ai fait. Et j'ai essayé de faire en sorte que la relation soit plus que commerciale, qu'elle soit aussi humaine. Parce que quand on est commercial, on va quelque part importuner la personne dans son activité habituelle. Donc il faut se faire accepter et aussi respecter, il faut le dire, aussi respecter. Et je crois qu'on avait un deal avec la plupart d'entre eux. J'ai réussi à travailler dans de très très bonnes conditions, quoi. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire des choses à côté. Et tu as toujours aujourd'hui ce comportement de commercial? Oui, je pense que oui. Oui. Je pense oui parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes et je me les suis ouvertes parce que j'ai cet esprit commercial tourné vers l'autre. Et puis il y a le côté qu'on abordera certainement, le côté bénévole. Parce qu'en fait, indissociable dans ma vie professionnelle, il y a le bénévolat. C'est-à-dire? Depuis toujours, le bénévolat, 18 ans en Aveyron, puisqu'on revient là en Aveyron, en 1970, déjà, je partais avec Emmaüs et la masse, et on allait ramasser les cuisines dans les maisons, les cuisines en fonte, parce que c'était la fonte qui nous intéressait, et on allait récupérer ces cuisines-là, quoi. On cassait la fonte, et les gens nous voyaient arriver avec des gros yeux, parce qu'ils pensaient avoir une fortune avec leur cuisinière toute neuve ou quasiment neuve, et nous, ce qui nous intéressait, c'était la matière, parce qu'on ne pouvait rien en faire. Des cuisines en fonte à l'époque, il y en avait partout, tout le monde, personne n'en voulait, quoi. On voulait la matière. Voilà, donc j'ai commencé là, fréquenter les premiers jeunes d'Emmaüs, déjà une sacrée école de la vie, quoi, avec eux. Voilà. Et puis ça a continué à Châteauroux, où dès notre arrivée, nous n'avions pas d'enfants, donc nous nous sommes tournés vers l'accueil d'enfants un peu en difficulté, et ça m'a conduit dans plein d'autres choses. Après, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et tu penses que l'attrait du bénévolat, ça vient de l'éducation? Oui, ça vient de l'éducation. Tourner vers l'autre, tourner vers le pratique, tourner vers vers l'autre. Et puis aussi mon éducation un peu mon éducation judéo-chrétienne, religieuse de départ, qui a fait qu'il fallait regarder l'autre, il fallait s'intéresser à l'autre, quoi. C'est clair, oui. Nous nous occupions d'enfants, d'une famille en difficulté, voilà, et qui m'a conduit après en 87 à prendre la présidence du secours catholique départemental. Voilà. Donc ça a été rapide derrière, quoi. Il n'y a pas eu de transition. Après, c'était s'occuper des malades à Lourdes pendant les pèlerinages. Enfin, ça a été toute une vie de bénévolat qui se poursuit encore. Voilà, à 65 ans et plus, je suis encore dans le bénévolat. Voilà. D'accord, ok, super. Ouais. On va aborder la partie présidence du Poinçonnet Basket. Oui. Tu joues au basket, toi, quand tu étais jeune? J'ai jamais joué au basket. Jamais? J'ai joué au football, ouais. J'ai joué au rugby, et à 18 ans, j'ai cassé un genou, mais vraiment cassé de chez cassé. Les conditions chirurgicales de l'époque n'étant pas celles d'aujourd'hui, j'ai jamais récupéré mon genou. Donc j'ai toujours été condamné à faire du sport sans latéralité, c'est-à-dire que du vélo, de l'athlétisme, enfin du vélo, de la marche, de la natation, mais impossible de faire un changement de pied brusque, ni rien du tout, quoi. Au tennis, je jouais en avançant ou en reculant, mais jamais en travers, quoi. Ah ouais. Et dans quelles circonstances tu t'es cassé le genou?
Je me suis cassé le genou en rugby, ne me l'ai écrasé, je me suis retrouvé dessous, et puis voilà, quoi. Et c'était un sport scolaire, ce qui est encore plus rageant, voilà. D'accord. Tu peux nous raconter dans quelles circonstances tu deviens président du Poinçonnet Basket ? En 2000, je suis arrivé à être membre du club du Poinçonnet. On était un petit groupe d'élus, et puis il y a eu un clash en 2000 au club du Poinçonnet. Il y avait une opposition entre fallait-il embaucher ou ne fallait-il pas embaucher. C'était l'époque des emplois jeunes, et un groupe de personnes nous semblait indispensable et incontournable de profiter de cette opportunité pour embaucher un jeune entraîneur au club afin d'offrir une compétence supérieure, quoi. Et il y a eu donc un clash, une élection. L'ancien président a été remplacé par le groupe que nous représentions. J'ai mis les pieds dans le basket et dans le club du Poinçonnet. Donc en année 2000, je crois que c'était le 14 avril 2000, pour être précis, Assemblée générale extraordinaire, et voilà. Donc après cela, il m'a semblé un peu bizarre que l'on soit un club du département qui avait un salarié, puisque là il y en a eu un, qui avait joué les championnats de France minimes et qui les avait gagnés, qui avait joué une année en National 3 et qui n'était pas représenté au comité. Donc là, j'ai proposé au comité directeur dont je faisais partie que quelqu'un représente le club. Et là, on m'a dit, puisque tu veux, t'as qu'à y aller, toi. Ok, bon ben voilà. Donc je me présente au comité départemental où je suis élu. Serge Renaud, qui était alors président, me dit, écoute, puisque tu arrives, t'as qu'à prendre la vice-présidence, comme ça, t'as pas trop de temps, tu bosses, tu verras ce que c'est et tu jugeras de par toi-même. Et j'ai pris la vice-présidence. Malheureusement, Serge, à 49 ans, est décédé brutalement un dimanche après-midi. Et là, s'est posé la question de la succession. Le comité directeur m'a dit, écoute, voilà, il y a 2 vice-présidents, c'est toi ou c'est lui. Et l'autre personne qui avait quelques soucis de santé m'a dit, moi je ne prends pas, donc c'est pour toi. Et là, je me suis retrouvé face à mes responsabilités. Soit je prenais pas, et je laissais le club, enfin pas le club, le comité en difficulté. Et ce n'est pas dans mes habitudes, parce que bon, j'avais pris un engagement qui était d'être vice-président. Et voilà comment, du jour au lendemain, je me suis retrouvé président du comité départemental, ce qui a duré une mandature et demie, c'est-à-dire 6-7 ans. Donc jusqu'en 2012. Et ben voilà, on a fait face. J'ai travaillé avec le comité. Et puis au Poinçonnet, ça se passait plutôt bien, mais il y avait quand même une difficulté qui commençait à apparaître. Étant mon club d'origine, j'ai préféré là arrêter le comité en 2012, donc à l'Olympiade 2012. Je n'ai pas renouvelé mon mandat. Et j'ai décidé, à la demande du comité du club du Poinçonnet Basket, de reprendre le club. Voilà comment je suis arrivé à la présidence du club du Poinçonnet Basket. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu arrives président du club ? Le plus gros problème, c'était que le club connaissait quand même quelques petites difficultés et qu'il fallait resserrer les vis de partout pour reprendre tout ça, quoi. Voilà. Tu te rappelles des premières mesures que tu prends ? Les premières mesures que je prends, je pense que c'est d'abord de serrer la vis pour limiter les dépenses, travailler sur les budgets prévisionnels à venir. Voilà. Aujourd'hui, c'est un club qui est reconnu. L'équipe première est en National 1. L'équipe réserve en National 3. En tant que président, toi, ton objectif principal, c'est lequel ? C'est le nombre de licenciés, la rentabilité, les résultats de l'équipe 1, la construction d'autres équipes. C'est quoi ton objectif principal ? C'est tout ça. Alors l'objectif principal, je dirais, c'est de maintenir la locomotive sur la route, sur la voie, derrière, raccrocher tous les wagons. Voilà, si je veux reprendre l'image et puis suivre ta question, c'est la survie de l'équipe première et assurer son devenir. Parce qu'aujourd'hui, dans la structure où nous sommes, si nous n'avons plus d'équipe première, nous n'avons plus de club. Il est clair. Tu penses ? Ouais. Ah oui. Ah oui, parce que notre fonctionnement repose sur l'équipe première qui nous permet d'avoir une visibilité. Qui dit visibilité dit partenariat, qui dit soutien des institutionnels. Et tout cela nous permet d'avoir derrière un mode d'accompagnement de nos jeunes, qui n'est pas toujours d'ailleurs compris par les jeunes et leurs parents d'ailleurs. Parce que quand on me dit qu'il n'y en a que pour l'équipe première, non. Quand on est en assemblée générale et que l'on présente les comptes avec les comptes analytiques, on voit très bien que sans l'équipe première, on ne pourrait pas se permettre d'avoir 4 techniciens salariés. Chose que aucun autre club basket du département ne peut proposer.
voire de la région. Enfin, si, il y en a d'autres dans la région, mais c'est très rare. Et ça, si on n'a pas l'équipe première, on ne peut plus. Ce qui veut dire que nos équipes jeunes seront à nouveau encadrées par des techniciens qui seront payés à la sauvette. Voilà, que c'est pas du tout structuré comme on peut l'être au Poinçonnet. J'ai rien contre. Ça fait partie. On l'a fait au Poinçonnet au départ. Il faut faire comme ça. Mais aujourd'hui, si on a ce cadre technique, ce niveau de technicité, c'est parce qu'on s'en est donné les moyens grâce à l'équipe première. Donc c'est un tout. Aujourd'hui, si je n'ai plus l'équipe première, je n'ai plus rien derrière. Mais si je n'ai plus de jeunes, de techniciens qui travaillent pour les jeunes, je n'ai non plus de justificatif d'avoir une équipe première. Enfin, ça ne se justifie pas, quoi. Voilà. C'est un tout. Et comme on aime le dire au Poinçonnet Basket, le Poinçonnet Basket, plus qu'une équipe, un club dans la ville. Un club dans la ville, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à Rosa Parks, au collège. Quand on va à Rosa Parks, animer les classes sportives, on n'est pas payé. C'est le club qui assume. Quand on va à PMC, assumer la classe sportive PMC, c'est le club qui assume. C'est pas PMC, ni l'éducation nationale. Quand on fait du sport santé pour les gens atteints de cancer ou pour les seniors, c'est le club qui assume. Même si on est aidé, ce n'est pas les institutionnels, c'est nous qui assumons. Donc tout ça montre bien quand on reçoit les handicapés des masses, des environs, plein d'actions que l'on a comme ça, qui font que l'on a une vraie action dans la société. Nous sommes un club qui se veut participant, actif, proactif même. Et c'est un tout. Et c'est un tout. Moi, je ne peux pas concevoir une équipe première sans entourage, sans rien autour. Enfin, c'est pas concevable, quoi. Est-ce qu'il y a des grands enseignements que tu as reçus de ton parcours professionnel qui te servent aujourd'hui dans ta fonction? Quand j'étais président départemental du Secours catholique, il fallait animer les réunions. À ces réunions-là, il y avait 100 personnes. C'était des bénévoles du Secours catholique. C'était des personnes, des dames souvent, qui étaient très pointues sur ce qu'elles attendaient de leur président. J'avais 40 ans à l'époque, n'oublions pas. Donc j'étais totalement atypique là-dedans. Prise de parole, il ne fallait pas se tromper, quoi, parce que personne ne me loupait, quoi, hein, c'était clair. Donc, sacrée expérience du bénévolat. Mais de notre côté, mon côté commercial faisait que ça me facilitait la prise de parole en public. Pour moi, mon développement personnel, il est lié tant à mon activité professionnelle qu'à mon activité bénévole. Et ce que je dis aux gens qui m'entourent, le bénévolat ne peut que vous apporter si vous le jouez à 100%. Aujourd'hui, organiser des manifestations comme on le fait, quelqu'un qui s'intéresse à l'événementiel, il ne peut en tirer que du profit. Quand on organise le tournoi international de Pâques, le tournoi cadette, le samedi soir, tous les samedis soirs, quand on fait des matchs, avec le niveau de prestation que l'on offre, on offre un événement qui est un événement que n'importe quel organisme d'événementiel pourrait se targuer de faire. Et toi qui as une capacité assez facile de communiquer, t'interfères dans les choix sportifs ou économiques? Dans les choix sportifs, non. Nous donnons aux directeurs sportifs responsables d'équipe de N1, de la structure nationale 1, nationale 3, un budget à eux de le dispatcher, de l'utiliser tel qu'ils le souhaitent. Après, s'ils choisissent de jouer, on va rentrer un peu dans la technique, c'est pas du tout mon domaine, puisque j'ai jamais joué au basket, je suis pas aucun diplôme, rien du tout. Mais s'ils choisissent de jouer sur des joueuses intérieures, ils vont se débrouiller pour trouver des intérieurs. Par contre, s'ils veulent des filles qui sont plutôt réactives, proactives, des filles qui courent vite, c'est leur stratégie. Moi, je n'interfère pas là-dedans. Donc toi, tu fais confiance au choix du coach, là? Ouais, sauf qu'après intervient le côté économique, où il a son enveloppe, et où on dira, cette fille, pour nous, ça peut pas aller parce que c'est trop cher. Ou ça ne correspond pas à la stratégie du club. Pas à la stratégie, à la culture du club. Voilà, c'est le mot culture qui convient plus. Parce qu'on a connu certaines joueuses qui étaient très très bonnes, mais qui sont ingérables. Ça, on n'en veut pas au club. Parce qu'on a connu que ça peut être source de gros problèmes entre elles, et plus tard dans le club, et avec le coach et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment... là, par contre, je me mettrais en colère si recrutait quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit club, l'esprit de partage, l'esprit de venir quelques heures. Toutes les filles travaillent au club, donc de venir quelques heures au club, de participer auprès des jeunes et tout. La fille qui dirait non, ça, c'est pas possible, c'est inimaginable. Tu bosses beaucoup avec les bénévoles? Oui, on a beaucoup de bénévoles. Le bureau fonctionne avec 5 membres. Et puis autour, nous avons un comité directeur on est 18 aujourd'hui. Et puis après, on a, pour les prestations du samedi soir, encore une dizaine de personnes qui viennent se rajouter. Et sur les prestations du samedi soir, les tournois de Pâques et autres, les grosses manifestations, on a plein de monde qui vient nous aider. Oui, ça brasse du monde, oui. Ouais, et j'imagine que le management de salariés, ça ne doit pas être la même chose que le management de bénévoles. Non, parce qu'un salarié, il est payé pour ça.
Donc, quelque part, un salarié, bien sûr, on doit travailler en équipe et en bon entendement, bien sûr, mais il est payé, quoi. Donc, quelque part, il y a autorité. Et il doit respecter l'autorité. En ce qui concerne un bénévole, lui, il est là pour prendre du plaisir. Et on doit avoir à la fois ce maillage en disant OK, on fait des choses ensemble, mais on va passer du bon temps ensemble. Et le bénévole, s'il ne trouve pas son parti là-dedans, il partira. Il partira et rien ne le retiendra, puisqu'il n'y a pas la notion d'argent. Il n'y a que la notion de plaisir. Voilà, c'est la notion qui est différente. Ce n'est plus une notion d'argent, c'est une notion de plaisir. De plaisir, de gain personnel, voilà, comme je disais tout à l'heure, apprendre à parler en public, ça peut se faire via le bénévolat. Encore faut-il en avoir conscience, faut-il le vouloir. Mais c'est des possibilités. Et si la personne n'y trouve plus son compte, elle partira. À la limite, sans rien dire. On doit, je pense, respecter au moins autant qu'un salarié et la personnalité d'un bénévole. Et il y a des difficultés à retrouver des bénévoles ? Oui et non. Oui, parce que les gens n'osent pas. Les gens ont peur de rentrer dans une machinerie infernale. Et puis après, quand les gens sont là, c'est assez facile parce qu'ils y prennent goût. Et ils se rendent compte que, oui, comme je le disais tout à l'heure, ils y trouvent du bénéfice, enfin, un apport personnel, à la fois en termes d'évolution personnelle, à la fois en termes de plaisir, de passion. Les gens sont plutôt proactifs en tant que bénévoles ? On a de tout. Il y en a qui seraient même trop proactifs. J'en parlais ce matin avec notre dirigeant. Parfois, il faut fermer la porte de la cave, il faut fermer la porte du grenier et il faut fermer la porte d'entrée et les fenêtres. Parce que sinon, les gens souhaiteraient rentrer et s'occuper de tout et tout voir et tout savoir. Il est évident qu'on ne peut pas communiquer tout à tout le monde. Bon, on a des salariés. Les salariés, ça reste un salarié. En France, on n'affiche pas... vous connaissez tous la mentalité française, quoi. On serait en Amérique, les gens sont heureux d'afficher qu'ils gagnent 100 000, 2 000, 3 000, 5 000... Enfin voilà quoi. En France, c'est pas du tout cette. Donc, on est obligé de garder une certaine discrétion. Donc, voilà, on ne peut pas non plus mettre tout à disposition de tout le monde, non plus, sous prétexte que tout le monde est bénévole. Voilà quoi. Quel est, depuis que tu es président, toi, du Poinçonnet Basket, quel est ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir à moi, c'est les premières soirées que l'on a faites quand on a créé le club des partenaires. C'était des soirées mémorables. On était 7, 8 ou 10. On était sous une petite guinguette, là, avec 3 lumières vertes, rouges et jaunes. On meublait, quoi, parce que on y croyait, mais on avait 5, 6 entrepreneurs. Et ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont encore avec nous. Et quand on en reparle, on en rigole. Aujourd'hui, il y a 100 personnes, 120 personnes à nos réceptions. Et ça, c'est un des meilleurs souvenirs que l'on ait. Et si on n'avait pas pris ce virage-là au Poinçonnet Basket, on n'en serait pas là où on est, quoi. Et on n'aurait pas les possibilités que l'on va pouvoir, j'espère, exploiter dans les années à venir. Et ton meilleur souvenir sportif ? Le meilleur souvenir sportif, il est clair, c'est lorsque nous étions à Martigues, lors du play-off 2017. Contre toute attente, nous gagnons de 17 points là-bas, quoi. Et ça a été une fête maîtrisée avec les filles et tout. C'était l'euphorie, quoi. Enfin, l'euphorie maîtrisée. Enfin, c'est un très très bon souvenir sportif, quoi. On gagne ici après Monaco de façon inespérée aussi, mais c'était surtout là-bas ce match à Martigues, quoi. Alors qu'on partait en terre complètement inconnue, on n'y croyait pas, et la montée en National 1 est partie de cette victoire là-bas, quoi. À ce moment-là, tu éprouves quoi ? De la fierté ? Ouais, de la fierté pour le club, quoi. De la fierté, content de ce que tous ensemble nous faisons, j'emploie le présent parce que ça continue, et ce que nous avons fait, de ce que nous faisons. Parce que, effectivement, on travaille pour ce genre de choses, pour ce genre de plaisir, pour ce genre de soirée. Ça nous remplit de joie, quoi. Un match où il y a la plénitude du sport et le résultat là, et donc après la plénitude de l'après-match, parce que moi je suis un compétiteur, un gagneur dans l'âme, au fond, et donc là j'ai la récompense, moi et tous les gens du club, de notre travail semé depuis des années, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment le meilleur souvenir, oui. Et quand tu es président, est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand tu montes de National 3 en National 2, de National 2 en National 1, que les sponsors veuillent toujours que le Poinçonnet monte d'un étage ? Un jour, j'ai rencontré Pierre Fossé, qui était à l'époque président de Bourges Basket. Une des leçons que j'ai retirées de sa rencontre, c'est qu'il m'a dit, surtout, tu fais attention de ne pas créer des clubs dans le club. En particulier, le club des partenaires dans le club, qui pourrait te mener par le bout du nez. Il faut qu'ils soient dans le club. Je pense que les partenaires sont avec nous. On les consulte. On fait des réunions avec eux. On a un groupe de consultants partenaires. On travaille, mais de concert, et j'espère, parfait avec eux. On sait les entendre, on sait les écouter, on sait évoluer.
Mais à aujourd'hui, il n'est pas question que la présidence, que la gestion soit menée par un groupe de partenaires. Non, non. Enfin, après, tout se discute, bien entendu. Mais à aujourd'hui, tant que je serai président, il n'est pas question. Et ce n'est pas encore une histoire de pouvoir ou autre. C'est simplement qu'on doit gérer l'ensemble. Enfin, les partenaires sont une chose, les institutionnels en sont une autre, le public, les abonnés et tout sont une autre, les licenciés bien entendu, et on doit faire l'amalgame de toutes ces personnes-là qui gravitent autour du club, depuis le simple spectateur jusqu'aux partenaires qui nous donnent gros, pour faire en sorte que le club vive. Nous sommes missionnés par la mairie, Madame le maire aujourd'hui, le conseil départemental, le conseil régional, pour mener à bien cette mission. Donc moi, à aujourd'hui, c'est le comité directeur du Poinçonnet Basket qui gouverne. Et dans le sport, tu as des victoires et des défaites. On a parlé des victoires. Quel est, d'après toi, le plus grand échec sportif ? Et qu'est-ce que ça t'a appris surtout ? De vraies défaites qui m'ont marqué, au point où je m'en rappelle, non. Bon, j'ai pas. Tant mieux. Non, mais j'ai pas. Oui, bon, le jour où on perd contre Coulommiers au buzzer, alors qu'on domine le match, bon, c'est ralent. Mais encore une fois, tirons-en les conséquences. Certainement que nos joueuses n'avaient pas eu la maîtrise du match jusqu'à la fin. C'est souvent la conclusion d'une défaite d'un ou deux points, quoi. C'est que on perd la maîtrise, quoi. Voilà. Est-ce que tu es obligé de bien t'entendre avec un coach pour réussir ? Non, parce que moi, le coach, il fait partie de l'échiquier du club. Il est sur l'échiquier. Il est avec les autres techniciens qui représentent les autres équipes. Il est avec le directeur sportif, qui lui aussi est salarié. Et il est avec le membre du bureau et les membres du comité directeur. Moi, le coach, il fait son boulot, il le fait bien, très bien. On s'entend bien, tant mieux. On s'entend moins bien, pas grave, il fait son boulot. Avec François, on s'entend super bien. Avec Johan, on s'est super bien entendu. Johan, au bout d'un moment, il a fallu dire stop. Le cycle des 3 ans était fait. Je ne dis pas que c'est immuable le fait des 3 ans, mais voilà, on était au bout d'une certaine histoire. Il a fallu mettre un terme, on a mis un terme. Et je ne suis pas fâché avec Johan, et pas du tout. Avec François, ça se passe de mieux en mieux. Mais François, c'est un collaborateur. On travaille bien. Il était à la maison pour chercher des plantes de fraises l'autre jour. Mais ça reste un collaborateur. Voilà quoi. On a une très bonne collaboration. Mais je n'interfère pas dans son métier de coach. Du moment où il le fait bien, bien entendu, parce que parfois, nous avons été obligés d'intervenir aussi au niveau du coaching. Il y a quelques années où ça s'est mal passé. Le coach n'a pas fini la saison. Il faut l'assumer aussi. Mais quand tout se passe bien, tout va bien. Je ne veux pas l'embêter, l'ennuyer. Voilà. Alors après, dire que François restera 5, 10, 15 ans, j'en sais rien. Aujourd'hui, ça se passe bien. Il fait son métier. Je fais le mien de président. J'essaye d'assumer mes fonctions avec l'équipe. Et puis, si lui ne se trouve pas bien, il partira. Et si nous, on ne le trouve pas bien, il partira. Et quand tu embauches un coach, tu le fais au CV, tu le fais comment ? On le fait au CV, le premier tri se fait sur le CV. Le deuxième tri se fait à l'approche, au feeling. Moi, je crois beaucoup au feeling. Un coach, il a plusieurs façons d'aborder son équipe. Soit il a sa stratégie et il n'y a que sa stratégie qui compte. Soit il a un groupe de filles, chacune avec ses qualités, et il va faire en sorte de mener à bien une équipe avec les qualités de chacune. Vous avez compris où était ma préférence. C'est ce côté humain que je vais chercher dans le coach, plus que toute autre chose, quoi. Voilà. Dans l'équipe 1, il y avait, alors je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais pas mal de filles étrangères. Tu penses que l'apport de filles étrangères au basket français est important ? Oui, mais je dirais oui, parce que on l'a vu on a eu 2-3 ans là, des Américaines. Alors là, l'état d'esprit est un petit peu différent. C'est vraiment l'état d'esprit compétiteur. On ne se pose pas de questions, il faut gagner. On l'a vu sur le terrain. Après, le coût, moi, me fait rebuter parce que le coût, les difficultés pour mettre en place des contrats de travail avec les étrangères américaines, canadiennes et autres, c'est très, très lourd. Voilà. Les filles de l'Est sont beaucoup plus compétitives, beaucoup plus mordantes. Il faut gagner. Nous, chez nous, on est habitués à se battre pour faire sa place. Et ça, c'est important aussi. Ça apporte un peu de sang combatif. Alors après, est-ce qu'il faut obligatoirement des étrangères dans une équipe ? Non, moi, ça me gêne pas. Il y en a pas. L'année dernière, il y en avait une. Cette année, je ne sais pas ce que va être la donne. On va voir les confirmations dans les semaines à venir. Il n'y aura pas d'américaine, et ça, c'est sûr. Je trouve que l'apport est très coûteux. Voilà. Par rapport aux bénéfices. J'étais plusieurs fois à tes côtés lors des matchs. Oui. J'ai eu cette chance-là. Et quelquefois, avec ta nature qui est entière, je t'ai vu un
peut t'emporter contre quelques décisions arbitrales. Ça t'a joué des tours, ça, des fois? Ouais, non, mais ça, je devrais pas, je le sais très bien. À la fin des matchs, même la nuit, après, je vous avoue que la nuit, je me dis, mais bon Dieu, mais c'est pas possible, que faut pas. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Voilà, c'est dans mes gènes encore de gagneur. Et je suis pas sur le terrain, certes, mais je suis dans les gradins, et je me dis, bon Dieu, mais voilà. Et c'est préjudiciable, et c'est négatif pour moi, et je dois pas le faire. Je le fais de moins en moins, quand même. J'utilise tous les moyens possibles, y compris pharmaceutiques, pour me calmer. T'as des anecdotes? Oh oui, j'en ai une qui est très amusante. Oui, j'ai fait un ictus amnésique à la fin de match, quoi, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'à la fin du match, j'ai débranché l'ordinateur et je savais pas contre qui on jouait, combien on avait gagné et rien du tout, quoi. Ça a duré 2-3 heures, quoi. Donc, l'anecdote est liée, oui. Elle y est, oui. Et c'est un peu ce qui m'a amené à me calmer, quoi. Voilà, ma femme a eu peur un petit peu, voilà, quoi. On a parlé des sponsors. Comment ça se passe en ce moment avec le Covid? Alors, en ce moment, avec le Covid, la position est à la fois très difficile et pas, parce que pour moi, elle n'est pas difficile. Certains ont décidé de nous soutenir, malgré Covid, malgré tout ça, et ils nous ont dit, on vous donne de l'argent et on verra comment ça se passe. Donc, avec eux, c'est pleine confiance, quoi. Et puis d'autres nous ont dit, écoute, c'est un petit peu dur, on préfère attendre. Je comprends fort bien, quoi. Donc, cette année, sur l'année sportive 2020-2021, on a très peu travaillé le partenariat. On avait bien commencé, et puis on s'est vite calmé, puisque quelque part, on n'avait rien à offrir à des partenaires, quoi. Il n'y a pas eu de match, il n'y a rien eu. Donc, encore une fois, difficile, oui, parce que quelque chose s'est cassé. On n'a pas pu répondre, offrir ce qu'ils auraient souhaité, ce que nous on souhaiterait. Mais franche, cordiale et compréhensive. Franche, vraiment. En temps normal, quand tu vas voir un sponsor, quels sont les points forts du club que tu mets en avant, toi? Alors, moi, je mets les points forts du club. C'est d'abord dans un club familial qui joue à un niveau aujourd'hui qui est le deuxième du département, car après l'Aberration Football et à aujourd'hui, d'après ce que je crois savoir, l'Aberration Football reviendrait à notre niveau à nous, c'est-à-dire le troisième niveau national. Et puis, nous sommes un sport féminin. Voilà, c'est nos atouts. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se plaise de venir chez nous, qu'on vienne au Poinçonnet Basket le samedi soir pour passer une bonne soirée. Et tu penses que pour un sponsor, c'est important? Ouais, très important. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent parce que leurs épouses se plaisent au match. Il fait chaud, il y a de l'ambiance, on a une bonne réception, donc tout le monde est content. Et tu parles de l'ambiance du gymnase. Moi, pour avoir suivi quelques fois le club à l'extérieur, c'est vrai qu'à l'extérieur, il n'y a pas cette ambiance qu'il y a ici. Comment tu l'expliques? Je l'explique par le travail que l'on fait depuis des années, quoi, depuis 20 ans maintenant. C'est-à-dire, c'est créer cette ambiance de proximité et de simplicité et de familiarité, quoi. Moi, les joueuses, il faut qu'elles soient auprès des gamins, que les gamins en parlent à leurs parents, que les parents rencontrent les joueuses, que les parents, les enfants viennent au match, qu'ils amènent leurs copains, que les partenaires viennent, qu'ils voient les filles après le match et qu'ils partagent avec les filles. C'est tout ça, quoi. C'est toute cet état d'esprit, cette mentalité de proximité et de simplicité, quoi. Poinçonnet Basket, s'il y a une vedette, il va falloir qu'elle s'écrase, parce que non, quoi, on va au contact. Alors après, certaines ont le caractère plus ou moins facile pour aborder les gens, parce que quand on ne connaît pas, c'est pas facile. Ça, je sais le comprendre, je sais l'accepter. Mais on est au moins présent, on est là, on est avec eux, avec les partenaires, avec leurs épouses, avec leurs enfants, quoi. Voilà. Comment tu vois, toi, l'avenir du club? On est dans un club de sport. Un club de sport, c'est pour gagner. Je l'ai dit, moi j'ai cet esprit-là au fond de moi. Je pratiquais le sport, on pratiquait le foot et le rugby à l'époque. Bon, voilà. Un jour ou l'autre, il faudra penser à la montée, quoi. Quand, je ne sais pas, mais il faudra penser à la montée. Et aujourd'hui, dans l'Indre, dans la métropole et au Poinçonnet, voilà, j'ai volontairement décliné, on a de quoi porter un club en Ligue 2 féminine. Donc l'objectif, il est là. Et toi qui as joué au rugby et au foot, quelles sont d'après toi les grandes différences avec le basket? Pour moi, il n'y a pas grande différence. On est dans des sports d'équipe. C'est mon grand. Elle rigole d'ailleurs quand je leur dis chaque fois, surtout faites-vous plaisir. Quand vous vous ferez plaisir, vous nous ferez plaisir. Si on le voit, les joueuses qui s'embêtent sur le terrain, qui ne sont pas à leur place, qui ne savent pas où se positionner, ça ne donne rien de bon. Et c'est dans tous les sports, je ne parle pas que du basket. Voilà. Mais si on sent des joueuses qui partagent, si on sent des joueurs, on le voit au rugby, à ce moment avec l'équipe de France, c'est des joueurs qui prennent plaisir à être ensemble, qui jouent. Ben voilà, quoi, le secret, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe. Voilà. Et c'est aussi vrai dans le monde professionnel, ça, de se faire plaisir. Bien sûr. Bien sûr, de se faire plaisir et de travailler ensemble pour arriver à un objectif. Bon,
un module que tu connais bien qui permet aux entrepreneurs de venir partager avec nous la force du sport et de la vivre de l'intérieur, quoi. Voilà, on propose ces modules-là à nos partenaires parce qu'on sait que c'est étroitement lié, quoi. Outre le bénévolat et le sport, est-ce que tu as d'autres passions, toi, Pierre ? Ouais, moi j'ai d'autres passions, la bonne bouffe, le bon vin, la réflexion, les lectures, voilà quoi. J'ai pas assez de temps pour tout faire, hein. Les lectures, un titre de livre ? Un type de livre, Frédéric Lenoir. Voilà, j'aime bien lire Frédéric Lenoir, qui est à la fois un philosophe, mais qui est très terre à terre, qui pose beaucoup de questions sur la religion, d'où on vient, où on va, de ce côté-là, voilà, des trucs comme ça, quoi. Assez proche de la réalité, quoi. Voilà. Est-ce que tu as en tête des idées reçues concernant le poste de président de club ? Ouais, ce que j'ai marre, c'est quand on me dit qu'il n'y en a que pour une équipe. Je n'accepte pas ça parce que vraiment, nous, dans notre club, on essaye de faire en sorte que, justement, il y ait une mixité des choses. S'il n'y avait pas l'équipe première, certes, qui phagocyte beaucoup d'énergie, il n'y aurait pas tout ce qu'on fait derrière. Sans équipe 1, tu n'as pas de gamins non plus qui veulent aller au club. Donc, mais non. Tout est Aujourd'hui, si on a 200 gamins, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a l'élite et qu'on voudrait être comme. Voilà. Enfin, il y a l'équipe 1, il y a l'équipe en réserve, National 3, et il y a toutes les équipes depuis Benjamin jusqu'à cadette qui jouent en région. Donc, c'est toute une hiérarchisation, une échelle qui fait que les jeunes se disent moi je veux poinçonner parce que j'ai des chances de jouer à un niveau qui me correspond, un niveau intéressant, quoi. On n'en a pas parlé, mais le poinçonnet basket a quand même une image d'équipe féminine. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui un souhait de pérenniser sur cette image-là ? Alors, au tout départ, il y a 10-12 ans, nous avions des équipes garçons, nous avions des équipes poussins, Benjamin, on allait un petit peu plus loin, on a eu aussi cadet peut-être, mais malheureusement, on manque de créneaux. C'est le problème, un problème matériel. Nous achetons, nous, déjà 12 créneaux à l'extérieur du gymnase, que l'on paye. Moi, il a fallu faire un choix un jour, il y a 4-5 ans, en disant... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On se féminise et on reste un peu féminin et on pousse vers le haut niveau, ou on fait les deux et malheureusement, on ne peut pas. Moi, j'aimerais bien avoir des garçons. On a des petits, hein, l'école de mini-basket, il y a des garçons, des petits, mais après, rapidement, ils partent et on ne les retient pas. Parce qu'encore une fois, j'ai pas grand-chose à leur proposer, quoi. Et je vais pas me cacher en leur disant, viens, reste chez nous, tu vas jouer 1 an, 2 ans. Ouais, si tu veux t'épanouir, voilà, quoi. Bon, après, on peut les faire jouer en mixte, en poussin, ils peuvent jouer en mixte, voilà, quoi. Mais c'est un choix forcé, contraint et forcé, voilà. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui pensent qu'une fusion Châteauroux-Le Poinçonnet, ce serait bénéfique pour les deux clubs ? Un rapprochement, oui. Une fusion, non. Ça me semble pas souhaitable, quoi. Moi, je pense que la métropole a besoin de porte-drapeau, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas une métropole qui existe sans avoir des vecteurs de communication dans le sport. On regarde le basket, par exemple, je vais prendre l'exemple du basket qui me vient à l'idée, c'est Montpellier Latte Basket. C'est Latte qui était le club, et aujourd'hui, Montpellier fait partie de l'association. Au Pays Basque, vous avez Anglette, Côte Basque Basket. De plus en plus, on assiste à ce genre de rapprochement plutôt, de partenariat, rapprochement. Quelle forme aura-t-il ? Y en aura-t-il une ? J'en sais rien. Je pense qu'il ne faut pas être fermé à cela, oui. Si on veut continuer à progresser dans le haut niveau, il faudra envisager cela. Voilà. Comment ? On reste très ouvert et puis voilà. Pierre, le podcast s'appelle Goodberry. Oui. Est-ce que tu pourrais me citer un endroit que tu aimes bien dans le Berry ? L'endroit préféré, il est tout simplement pas loin de chez nous, là, à la sortie du Poinçonnet, quand on se balade avec mon épouse ou avec des copains et qu'on arpente les allées de la forêt, en particulier celle qui s'appelle Allée du Rio de la Motte, donc qui part de Lourouer et qui va jusqu'au Carrefour Picard. Et là, quand on prend cette allée, soit en venant de Lourouer, soit en venant du Carrefour Picard, et que l'on regarde Lourouer, il y a quelque chose qui, pour moi, traduit bien le Berry et sa forêt, enfin, ou du moins la forêt du Poinçonnet. C'est cette ombrelle créée par les arbres, cette ombrelle naturelle, cette espèce de tonnelle, et au bout de laquelle apparaît le clocher de Lourouer, de la vieille église de Lourouer. Ça, pour moi, c'est le Berry, quoi. Voilà, c'est le Berry tel que je l'aime. C'est le Berry où j'aime aller me promener parce que c'est un moment de recueillement, ouais, j'ose le dire, quoi. Où je me dis, on est bien là, quoi. On est bien. La nature fait bien les choses. La nature encadre les choses et les respecte. Et là, je suis bien, ouais.
Bon, super. On ira faire un tour alors. Eh bien, d'accord. Merci en tout cas Pierre pour la discussion, c'était très agréable. Merci de m'avoir permis de m'ouvrir. S'il y a des bénévoles qui sont intéressés par le club, ils peuvent te contacter au gymnase ? Ils peuvent nous contacter au gymnase, oui, ou sur le site. Il n'y a pas de problème, on est ouvert à toute possibilité. Quelques heures, quelques demi-journées, Voilà, c'est vraiment à la carte. Et on sait répondre à tout type de personnes qui souhaitent partager des moments forts avec nous. Voilà. Pour moi, le gymnase, c'est ça, c'est des moments forts. Je le disais tout à l'heure sur le banc, je tressaute, mais oui, parce que ça fait vibrer. Je mettrai les liens du site internet sur la page Facebook de Goodberry. Ok. Merci Pierre. Merci à toi de m'avoir invité. Salut. À bientôt, au revoir. Hello, j'espère que cette plongée dans le cœur du club vous a plu et que vous irez dès que possible assister à un match de l'équipe première du club. Je vous embête souvent avec ma demande de mettre 5 étoiles en notation sur Apple Podcast, mais je renouvelle ma requête et vous remercie infiniment si vous l'avez déjà fait. Même chose pour les autres plateformes, que sont Deezer ou Spotify. N'hésitez pas non plus à interagir sur Facebook ou Instagram pour me laisser des messages, soit pour un sujet que vous voudriez qu'on aborde ou un invité spécifique. D'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien.